Yes, salut à tous. Cool. Bon, bah, je vois que vous êtes déjà un petit peu nombreux dans la salle, c'est chouette, on va pouvoir commencer du coup. Alors, est-ce que j'ai dans la salle? Ouais, du coup, je vais l'inviter sur scène, on va pas perdre de temps. Voilà. Cool. Donc, ça me fait penser, donc, si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez réagir du coup dans le chat, bien sûr. Il y a un onglet questions qui va dédié aux questions qui pourront attendre à la fin de l'émission, on y réagira. Je pourrais également poser des... Ah, salut Gilles, ça va? Bonjour. Cool. Alors, c'est super cool d'avoir accepté en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Enfin, je te l'ai déjà dit, vous êtes un petit peu les cobayes pour cette fois. C'est le premier épisode, donc on va faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, ça va bien, voilà, quoi. pas de souci. Cool. Ouais, et donc je disais, donc pour les gens, je posais aussi des sondages probablement dans l'onglet sondages. Et puis, ah oui, puis aussi il y a un hashtag si vous voulez réagir sur Twitter ou peu importe. Voilà, ça s'appelle Sascast, je le mets ici. Voilà, ok, super. Bah, du coup, sans plus attendre, si tu veux, Gilles, je peux te laisser raconter ce que fait 16 Machines, ce que vous offrez et quels problèmes vous répondez. Absolument. Donc, okay. Avant peut-être de parler de Sales Machine, je voudrais dire deux mots sur pourquoi on a créé Sales Machine, en fait, pourquoi j'ai créé Sales Machine. Comme le démontrent mes cheveux blancs, j'ai dans le passé vendu du logiciel et on vendait des très très grosses licences de logiciels aux entreprises avec des très très gros tickets qui faisaient que on vendait au CIO, enfin au directeur informatique, il achetait le produit, on mettait énormément de temps à l'installer et on imposait une solution aux utilisateurs. Et on a eu un shift qui est maintenant acté, qui est celui du SaaS, où on a un système où on peut onboarder et faire de l'acquisition relativement facilement. Mais de ce fait, la migration et le changement d'une solution à une autre est d'autant plus aisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un produit, c'est très très facile d'aller et de prendre le produit concurrent ou un produit qui est équivalent. Donc, ça c'est un élément qui est important. C'est qu'une fois qu'on a eu le client, qu'on l'a onboardé, qu'est-ce qu'on en fait pour le garder et donc le retenir au maximum. Donc ça, c'est un des sujets. Le deuxième sujet, c'est que parce qu'on vient du monde de l'entreprise, parce qu'on vient du monde de la licence, il y a une somme d'argent énorme qui a été dépensée et qui est toujours dépensée par les boîtes de SaaS, petites ou grandes. Et quand elles sont petites, c'est par rapport à leur chiffre d'affaires ou par rapport à leur taille, en acquisition, parce qu'on veut absolument acquérir des utilisateurs. Donc, une fois qu'on les a acquis pour du trial, pour du freemium, etc., qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, le sujet que Sales Machine adresse, c'est dans les cycles de vie d'un utilisateur, une fois qu'il a fait un sign-up, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'auparavant, on s'occupait de lui uniquement quand il avait un problème technique. Donc, c'était le support qui s'en occupait. Et les gens du marketing, voire la vente, ont aujourd'hui des outils qui permettent de voir l'activité en temps réel, de qui vient se connecter quand, etc. Mais ça ne permet pas de travailler à la rétention. Donc, Sales Machine a été créé dans l'objectif de gérer les différents clients ou utilisateurs durant les différents cycles de vente. C'est-à-dire que vous avez dans le cycle d'un utilisateur, vous avez l'onboarding. Ensuite, on a le renouvellement qui arrive très très rapidement. Donc, si l'onboarding se passe bien et fait correctement, le renouvellement va être évident. S'il ne se passe pas bien, on va avoir un churn. Et ensuite, quand la société commence à être un peu plus mature, on veut essayer de faire de l'expansion, donc de vendre plus. Et on s'aperçoit que pour chacune de ces étapes, on a absolument besoin d'avoir ce que nous, on appelle la santé d'un client. C'est-à-dire que, je reviens à mon exemple de voir l'activité d'un client en temps réel, c'est très valorisant, ça flatte l'ego de voir les utilisateurs qui se connectent, mais à l'arrivée, c'est pas nécessairement ceux qui se connectent qui sont les plus importants, c'est ceux qui se connectent moins, voire ceux qui se connectent pas beaucoup, qu'il faut pouvoir faire revenir. Et donc, pour chaque étape, donc pour le onboarding, pour le renouvellement, pour
l'expansion ou le churn, il faut pouvoir automatiser des process pour les gérer. Pourquoi automatiser? Parce que on en a tellement. Je reviens au fait qu'on acquiert énormément de leads qui rentrent, donc il faut quand même pouvoir gérer une masse, enfin un certain nombre de façon automatique, c'est-à-dire les envois d'emails automatiques. Et alors il y a des solutions individuelles qui permettent de le faire, style Customer.io, etc. Mais nous on pense que ça fait partie d'une solution plus globale. Donc automatiser un certain nombre de process et ensuite, quand c'est nécessaire, permettre à des vendeurs ou permettre de façon manuelle d'appeler le client ou d'avoir un contact direct à travers un chat ou autre. Ce que fait Sales Machine, pour résumer, c'est vraiment à chaque cycle de vente permettre de définir une santé pour chaque utilisateur et ensuite définir les éléments de succès ou les éléments de risque pour chaque utilisateur et dans chacun des cycles. Voilà. Ok. Moi, je connais un peu Sales Machine parce qu'on l'utilise en interne et on a eu la chance de l'avoir aussi lorsque je travaillais chez Mention. Oula, petit problème de vidéo. Allô? Oui. C'est bon? Ouais, c'est bon. Petit problème de vidéo. Je pense qu'il y a la connexion qui doit un peu laguer d'un côté ou d'un autre. Voilà. Ce que je disais en fait, c'est que donc on utilisait cette machine. J'ai eu l'occasion de l'utiliser aussi lorsque j'étais chez Mention. Et c'est marrant que tu parles de Customer.io parce que c'est quelque chose que j'ai un peu noté. C'est que vous avez réussi en fait à faire une sorte de clin d'œil entre guillemets où vous avez cet objectif qui est le Customer Success. Donc tu l'as très bien démontré. Et derrière, vous avez toutes ces espèces de modules qu'on peut, donc la segmentation qui est extrêmement poussée, l'automatisation avec tout module d'automatisation avec les emails, avec même les tasks, des choses comme ça, et une gestion de ton équipe, qui peut être une équipe Customer Success ou autre, avec la gestion des tâches. Et on retrouve un petit peu tous ces éléments-là, qui fait qu'au final, on a comme une espèce de compilation d'outils, mais au service d'un seul même objectif. Et je sais pas, est-ce que ça a été pensé comme ça? Est-ce que c'est Non, ça a été pensé comme ça parce que je pense que alors quand on est une startup et qu'on a 10 personnes, utiliser 3, 4, 5 produits pour différentes tâches, c'est assez facile. Et on a la flexibilité, il faut faire. À la limite, c'est même très intéressant parce que ça permet de voir plein de choses, etc. Mais dès qu'on commence à grossir, on a besoin, donc une équipe de Customer Success commence à grossir, on a besoin de structurer les choses, on a besoin d'avoir d'outils. Et de commencer à utiliser différents outils pour différentes fonctions, ça devient très, très vite complexe. Donc, il y a clairement une idée de fédérer ces solutions. Alors, clairement, nous, on n'essaye pas de tout faire. Par contre, on va s'interconnecter. Donc, Sales Machine va collecter de l'information de la plateforme de SaaS. On va collecter l'usage des utilisateurs. Donc, on collecte deux choses. D'une part, les attributs, les champs, enfin les informations sur l'utilisateur et son usage, c'est-à-dire tous les événements, tout ce qu'il fait. Et ça, c'est ça aussi, techniquement, c'est la chose originale, c'est-à-dire que la combinaison de la data, de la donnée, de l'information et des événements, de l'information, on va dire statique et de l'information dynamique est unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information statique, vous la retrouvez dans des CRM. C'est pour ça qu'on va se synchroniser avec Salesforce, qu'on va se synchroniser avec Pipedrive et d'autres. Et l'information dynamique, c'est celle qui nous permet de nous interconnecter, de récupérer des informations de Mixpanel, d'Intercom et d'autres, de façon à corréler les deux et de pouvoir définir la santé d'un utilisateur. Parce que la santé d'un utilisateur, c'est pas de dire il va payer ou il va pas payer, c'est aussi savoir quand est-ce qu'il vient se connecter, etc. Ouais. Donc, on a besoin de consolider ça. On va clairement pas tout faire. Nous, notre cœur, c'est vraiment de consolider toutes ces informations. Par contre, on en a des connecteurs qui, effectivement, nous permettent de nous connecter de différentes sources et de collecter l'information et de créer un outil de travail pour les équipes de Customer Success. Et typiquement, un des points que tu citais, c'est d'avoir aussi un outil pour des équipes avec des droits, avec des… parce que tout le monde ne peut pas accéder. C'est pas que tout le monde ne peut pas accéder à toute l'information, mais c'est que l'information utile doit être disponible que pour chaque individu. C'est-à-dire, chaque individu doit gérer ses clients. Après, est-ce qu'il peut voir ceux du voisin ou un autre ou autre, c'est un autre sujet. Mais au moins, il peut se focaliser sur les tâches, sur les workflows, sur tout ce qu'il doit faire. Et en fait, l'idée, et moi, c'est un partage d'expérience, c'est-à-dire que
j'ai dirigé d'autres SaaS et je me souviens, il y a des vendeurs qui arrivaient le matin, qui regardaient dans Salesforce et qui essayaient d'identifier ce qu'ils avaient à faire. Moi, je leur demandais tous les 3 mois d'appeler les clients. C'était trop tard parce que le client était déjà parti ou parce qu'il voulait déjà en acheter plus et on avait raté l'opportunité. Voilà. Donc, il y avait plein de choses qui étaient faites manuellement. Et là, de façon dynamique, le matin, il arrive, il a la liste de tâches, il sait exactement ce qu'il a à faire, il ne perd pas de temps et ensuite, il peut commencer à faire des recherches ou à faire un vrai travail de sales. D'accord, ok. Ouais. C'est vraiment intéressant. Je rebondis sur ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à différentes sources de données. Ça me rappelle un petit peu, alors j'ai noté ici parce que du coup j'ai un peu préparé la chose, je suis renseigné, et j'ai vu que HubSpot en fait avait fait un truc, une espèce de, alors il y a un côté bullshit à la chose, mais ils ont genre nomenclaturé ça comme CHI, qui est en fait un Customer Happiness Index. Et ce Customer Happiness Index, en gros, c'est une conjonction de plusieurs paramètres. Alors, effectivement, tu as des paramètres de type métrique pure SaaS, tu as on va dire, le nombre de fois où la personne s'est loguée, etc., etc. Est-ce que c'est l'intérêt, en fait, et au-delà de 16 machines, hein, mais est-ce que c'est l'intérêt, en fait, d'une équipe de Customer Success de se dire, OK, et ben maintenant, on va essayer d'agréger plein de données et on va essayer de construire un petit peu cet indice en temps réel, idéalement, et qui va me permettre de savoir prendre n'importe quel client et de prendre, comme tu disais, son état de santé. La chose qui est importante, c'est que c'est très important d'avoir une vue en temps réel. Pourquoi? Parce que ces choses-là, elles sont dynamiques. Et plus on a d'utilisateurs, notamment dans les modèles avec Trial et autres, plus on a d'utilisateurs, plus l'évolution et l'usage du client est important. Donc, on peut gérer, entre guillemets, la masse avec des process et des workflows, ce qu'on appelle, nous, des workflows de façon complètement automatique, qui consiste à lui envoyer des mails, des SMS ou autres. Mais il y a un moment donné, on a besoin d'avoir une sorte de filtre et là, en temps réel, de pouvoir agir. Voilà, alors ça, c'est une chose. Et quand tu parlais de HubSpot, il y a des éléments mécaniques. Nous, on a aussi un moteur de prédictif qui, parce qu'on a ces données statiques, ces données, ces informations statiques de type CRM et les activités, on est capable de corréler et de commencer à mesurer et à identifier des cohortes et d'identifier les comportements des utilisateurs. Donc, et en fonction de ça, bien entendu, de définir des scores qui vont être attribués. Donc, oui, c'est très important parce qu'encore une fois, ces choses-là, elles sont dynamiques. Et on a perdre, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus perdre de temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de rater un client. Aujourd'hui, le coût d'acquisition d'un lead est tel qu'il peut s'en aller tellement vite qu'il faut absolument agir le plus vite possible. Effectivement, ouais, tu as raison. Et alors, j'ai pu aborder quand même pas mal de trucs à travers divers articles pour préparer cette émission. Et je me suis rendu compte qu'en fait, alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait auparavant, mais qu'il y avait une espèce de, alors, je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a une espèce de buzzword qui tourne, mais qu'il y a une espèce de bataille sémantique en fait où les gens parlent de customer success ou de customer happiness. Alors, c'est une question qui est très ingénue parce que, voilà, moi, je prends vraiment la personne dans la salle qui a le moins d'expérience. Du coup, je pose la question telle quelle. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on parle de la même chose? Ou est-ce que le customer success a d'autres choses à faire que justement aller juste… est-ce que customer success, ça se résume juste à rendre le client heureux ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire derrière, peut-être en termes de produits, je ne sais pas. Alors bon, ça, c'est un gros débat qu'on a en interne avec Florent. Lui, il veut des clients qui soient heureux. Moi, je veux des clients qui payent. Donc, bon, mais ils payeront pas s'ils sont pas heureux. Donc, ça répond en partie à la question. Mais pour être plus sérieux, si le onboarding d'un client n'est pas fait correctement, la chance, la probabilité pour qu'il churn est relativement importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'occuper du client tout au long du cycle de vente. Là, tu es en train tu crées ta boîte, enfin, nous, c'est pareil. Le jour où il y a quelqu'un qui arrive avec un produit mieux, moins cher, ou peu importe, ou plus sexy, enfin, peu importe les raisons pour lesquelles, la migration d'un produit à un autre est relativement facile. Donc, avant,
Pendant longtemps, on a dit c'est très important d'avoir un support qui soit réactif, etc. C'est absolument vrai. Mais je pense que ça va au-delà. Et c'est là que la notion de customer, la notion de helpdesk ou de support est en train d'évoluer de personnes qui étaient pas méprisés, mais qui étaient mal vus dans l'entreprise parce que moins qualifiés que des ingénieurs ou que des vendeurs, ont tendance à prendre de plus en plus d'importance parce que le customer success est en train de dépasser, c'est-à-dire que c'est en train de partir de l'expansion du support technique à un support commercial, voire à une gestion commerciale. Donc, oui, la notion de happiness, elle est très importante, mais c'est surtout le fait que le client se sente. Et puis ça, c'est aussi tout à l'heure, tu me posais la question sur la partie temps réel et la partie scoring. Ce qui est important, c'est quand on est capable de faire une bonne segmentation et surtout un bon scoring, on est aussi capable d'adapter les réponses, que ce soit les emails, que ce soit tout autre engagement avec l'utilisateur, de façon individuelle. Et à partir de ce moment-là, l'utilisateur se sent aussi personnellement pris en charge. Donc, ça fait partie des trucs qui sont importants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment le gérer. Ça ne veut pas dire oui à tout ce qu'il veut et tout ce qu'il demande, mais au moins avoir nous, par exemple, on le voit, c'est-à-dire que d'être très proactif sur le fait que les tickets ou les demandes soient répondues le plus rapidement possible. Et c'est pas que des demandes techniques, ça peut être des demandes, voilà, il y en a qui demandent des discounts, ça arrive tout le temps en ce moment. Voilà, ce genre de choses, il faut être réactif, expliquer pourquoi on le fait pas ou pourquoi. Enfin voilà, il faut engager le client beaucoup plus. Et avec des typologies de clients différentes, parce que on a des startups qui sont à moins de 10 personnes, on a des startups qui sont beaucoup plus évoluées, et puis après avec des niveaux de management différents. Enfin voilà, donc il y a vraiment il faut adapter le comportement du système à l'utilisateur. Mais c'est pas plus ni moins, mais c'est fondamentalement une illustration de ce que font Google et Facebook depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'eux, ils l'automatisent complètement, ou même Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon, la homepage, elle est complètement adaptée en fonction de vos comportements. Alors, bien sûr. Donc, c'est vraiment dans une suite logique, mais là, ça vient vraiment dans le grand public et on permet, nous, enfin, c'est ce que j'espère, à des boîtes de SaaS d'adapter le comportement à la fois de leur outil et dans leurs équipes de vente aux clients. Ouais, moi, ce que j'en retiens finalement, c'est qu'il y a une espèce de. Enfin, où le customer success tend à s'horizontaliser d'une certaine manière, où en fait, tu vas avoir des. Comment dire ? C'est-à-dire qu'on parlait par exemple d'optimisation de la page d'Amazon. Donc, quand je parle d'horizontaliser le customer success, c'est qu'on va avoir recours à, par exemple, à de l'A/B testing ou des outils comme Optimizely pour ajuster les pages. En fait, on se retrouve en fait avec des outils qu'on aurait utilisés qu'en acquisition ou qu'en activation et qu'on va finalement réutiliser à des fins ce qu'on estimait être juste du support avant, alors que là, non, c'est beaucoup plus transverse que ça, quoi. Est-ce que ça te semble juste ? Non, tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que il y a vraiment un shift en fait dans les organisations commerciales. Il y a une tendance qui est énorme aux États-Unis et ici aussi de dire on va tout automatiser, c'est le marketing qui va prendre le pouvoir. D'ailleurs, il y a très souvent maintenant, de plus en plus, le customer success est géré par le marketing. Je pense que c'est fondamentalement une erreur. Ça, c'est mon avis. Il faut que ce soit une balance. On peut pas tout automatiser. On peut automatiser une certaine partie et ensuite donner la main. Mais du coup, il y a un shift qui est important sur la post-acquisition. Pas acquisition, mais le post-sign-up des utilisateurs et la prise en main qui en découle. Ouais. Alors, j'aimerais juste qu'on garde aussi l'aspect churn, parce que mine de rien, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Moi, l'idée que je m'en fais, alors c'est peut-être très très ingénieux encore une fois, c'est qu'au final, on a deux churn types. En gros, tu as le churn type du type telle feature me manque et du coup, je suis désolé, mais je peux pas continuer avec vous. Et j'ai l'autre côté du type, voilà, j'ai besoin d'un discount, j'ai besoin de peu importe, une raison marketing, je sais pas, ça peut être ma carte de crédit qui a expiré, que j'ai pas renouvelé, enfin ça arrive aussi souvent.
Est-ce qu'on ne pourrait pas, du coup, discerner à la fois deux churn types, qui sont un churn type de type produit et un churn type de type marketing? Et là où je veux en venir, c'est que ce churn type de type marketing, typiquement, on peut c'est du churn qu'on peut sauver, c'est du churn sur lequel on peut vraiment agir. Et si on ne le fait pas, c'est ce qu'on appelle du fail to save, quoi. En gros, mettons, on a eu 30% de churn type marketing, bah, en gros, c'est 30% de gens qu'on aurait pu sauver. Ok. Donc, le churn technique, notamment sur les renouvellements, du style les cartes de crédit sont pas passées, donc tout ça, ou même ce qu'on appelle le dunning process, qui consiste à faire de la relance client avant envoyer un email avant que le renouvellement se fasse. Ça peut être complètement automatisé. C'est des choses qu'on fait nous en standard. On a des workflows qui permettent de l'automatiser. Avec l'intégration Stripe qu'on a fait, c'est vraiment typiquement si votre carte a expiré, on vous envoie des emails. Enfin voilà, et puis ça peut être customisé. C'est ce que je pense que tu appelles le churn technique. Et ça, pour le coup, c'en est un relativement important. Il existe des solutions individuelles qui permettent de le faire, mais sans visibilité de l'utilisateur, etc. Ça, moi, j'avais à un moment donné, j'avais une boîte on faisait à peu près 35 millions de chiffre d'affaires en récurrent. J'avais 3-4 personnes qui étaient dédiées, et donc, 5 personnes qui étaient dédiées au churn, au dunning process, c'est-à-dire qu'en fait, régulièrement, on envoyait des emails, etc. Ils faisaient ça tout manuellement. C'était il n'y a pas très très longtemps. Donc ça, c'est un exemple. Donc ça, je pense que ça peut être complètement automatisé et géré. Et à un moment donné, si voilà, pour le rattraper, on peut toujours appeler ou appeler. Tout ce qui est le churn produit ou le churn marketing, ce que tu appelles le churn marketing, je pense que pour le coup, c'est des choses qui peuvent être anticipées. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a un onboarding qui est successful, la probabilité pour que le reste se passe bien est relativement élevée. Si justement on voit que l'utilisateur vient de moins en moins, se connecte de moins en moins, ou l'ensemble des utilisateurs d'une société viennent de moins en moins, ou donc leur score baisse de façon significative, etc. Enfin, je donne des exemples très très simples, ou que le nombre de tickets relativement ouverts est important. À ce moment-là, effectivement, c'est un churn qu'il faut vraiment vraiment travailler. Donc, et ça, c'est un churn manuel. Ouais. Nous, par exemple, on le voit, tous les gens qui vont payer, on a au moins eu une touche humaine, c'est-à-dire qu'on a échangé en chat avec eux, où on a répondu à des emails de support pour une raison quelconque. Il n'y a pas un seul qui s'est enregistré et qui a payé sans qu'on ait une touche humaine. Ok, cool. Bon, super. Là, on va arriver au bout de... Vas-y. Tu disais, pardon. C'est un des critères importants, nous, pour calculer, pour scorer ou pour évaluer ou segmenter plutôt les clients qui sont en trial et qu'on est en train d'onboarder. Ok. Et alors, juste une dernière question, et après, je pense qu'on aurait essayé de repasser aux questions-réponses avec le public. Si tu devais donner, déjà, à quel moment est-ce que je suis censé commencer à à construire un semblant d'équipe de Customer Success, et derrière, quels sont, on va dire, les premiers steps? Qu'est-ce que je peux rendre super actionnable là pour les gens qui nous écoutent? C'est-à-dire, par quoi je dois commencer, quoi, en gros? Bon, c'est un peu complexe comme question, parce que tout dépend de l'état dans la société, de société dans laquelle on se trouve. Quand on est très très jeune, quand on est en démarrage, le plus important, c'est toute la partie onboarding et conversion. Donc ça nécessite des itérations. Après, quand on arrive sur des équipes, moi je le vois sur des sociétés beaucoup plus matures de SaaS, très souvent, il y a une incompréhension des utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un besoin de comprendre quels sont les KPIs et quels sont les éléments qu'on veut mesurer. Donc, les KPIs, c'est une chose, mais quels sont les points de mesure ou les points de passage d'un utilisateur et que l'on veut mesurer. Et donc là, on s'aperçoit que très souvent, les responsables, etc., tournent autour, mais qu'il y a un manque
de compréhension des utilisateurs. Non pas parce qu'ils sont incompétents ou quoi que ce soit, mais c'est parce que c'est un sujet relativement complexe. Donc là, on préconise de mettre quelques points de mesure et d'y aller progressif. C'est-à-dire qu'en fait, sur les plus grosses, enfin pas plus grosses structures, mais des structures Series A, Series B par exemple, c'est de mettre quelque chose en place et d'avoir un process itératif. L'erreur, c'est de dire je veux tout comprendre, enfin je veux comprendre tout le fonctionnement de mes utilisateurs et ensuite je mettrai une solution en place. Et je pense que ça, c'est pas. Il faut être très agile et très itératif. Et le système enfin, ça va être la configuration va s'affiner au fur et à mesure. D'accord. Ok, cool. Bon, bah, en tout cas, ça va me servir. Ce que je propose, quand on va regarder un petit peu les questions, j'ai vu qu'il y en avait des gens qui avaient posé d'autres questions, notamment Florent. Alors, Florent, nous sommes Intercom et nous avons énormément de données sur les connexions et les actions de nos utilisateurs. Pour autant, nous avons du mal à identifier à travers les comportements des users qui va devenir payant et qui ne va pas se convertir. Ok. Est-ce que 16 machines peut les aider du coup à mieux comprendre ce problème-là? Alors oui, c'est le but. Hein. On essaye à la fois pour nous d'une part et pour nos clients effectivement d'identifier ceux qui vont dans la phase d'onboarding qui sont en bonne santé, ceux qui le sont moins et ceux qui vont convertir. Donc il y a des points de passage. Nous, pour donner un exemple, on sait typiquement que quelqu'un qui va convertir, c'est quelqu'un qui a connecté une source de données, c'est quelqu'un qui va éventuellement nous poser des questions, et que quand il a connecté les sources de données, en fonction du volume, de la volumétrie, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères qui nous permettent que nous, on a configuré, donc, mais qui sont propres et spécifiques et que chaque société doit, enfin, que chacun de nos clients doit configurer pour déterminer quels sont les points de passage et qui permettent de définir qu'il est en bonne santé, en moyenne santé, en santé, il est à risque. Et après, nous, ce qu'on a, c'est c'est natif du produit, on a des alertes dans Slack qui vont nous dire celui-là, il va convertir ou il va pas convertir. Voilà. Donc après, on a tout un process. Mais le but, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir définir, de prédire, si possible, ceux qui vont convertir ou pas. Alors, après, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que quand on n'a pas une masse, il y a des éléments factuel, c'est-à-dire il a connecté, il a fait un certain nombre de choses, donc il est capable, donc un certain nombre d'étapes, playbook en gros, d'étapes qu'il a résolues. Donc ça nous permet déjà d'avoir un certain nombre d'informations. Et une fois qu'on a plus de data, là on peut commencer à faire du learning et donner des informations beaucoup plus d'apprentissage. Ok. Et vous, en interne, vous avez ces algos qui tournent derrière, qui vont faire du machine learning sur les comportements que vous récupérez via les data sources. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Ensuite, nous utilisons Intercom et nous avons énormément de données sur les connexions et les actions de nos utilisateurs. Pour autant, nous avons du mal à identifier les comportements des utilisateurs. Alors, je ne veux pas faire du Intercom bashing parce que l'idée il y a 4 ou 5 ans, l'idée de Sales Machine a été, j'ai adoré Intercom. Je ne dis pas que ça vient de Sales Machine, ça vient d'Intercom parce que j'avais vraiment un besoin et j'ai découvert Intercom trop tard pour l'utiliser dans une de mes boîtes où j'aurais vraiment eu besoin de ce type de produit. Intercom est fantastique dans l'engagement, c'est-à-dire dans l'interaction avec les utilisateurs et la possibilité de voir en temps réel ce qui se passe. Au-delà de ça, effectivement, ça ne permet pas d'avoir on a l'information en temps réel, mais on n'a pas ni les historiques de ce qui a été fait par un utilisateur, ni la segmentation, ni la notion de workflow, etc. Donc, nous, on pense, moi, je pense qu'on va au-delà d'Intercom. On n'est pas forcément concurrent avec Intercom. D'ailleurs, on est complémentaires. On peut, dans notre processus d'onboarding aujourd'hui, on permet de récupérer les événements dans Intercom et de les analyser directement et de commencer à construire des profils. Donc, je pense qu'il y a des usages qui sont différents.
Mais voilà, pour moi, Intercom est un produit essentiellement d'engagement et de support. C'est pas du tout un outil, et c'est un des éléments du customer success. C'est pas la solution du customer success. Ouais. Et puis après, quand vous grossissez sur Intercom, enfin, il y a des notions de voilà, tous les utilisateurs. Enfin, moi, je suis un customer success. Je veux voir uniquement mes utilisateurs. Je veux pas voir les utilisateurs du voisin. Donc, voilà, il y a plein de problématiques de gestion de groupes, de droits et autres qui apparaissent. Et donc, du coup, dès que et Intercom s'en cache pas, c'est dès que les équipes commencent à grossir, ils vont, enfin, c'est plus pour eux, c'est-à-dire qu'en fait, on rentre dans des process différents. Il y a une autre grosse différence avec Intercom, c'est que Intercom ne gère que les utilisateurs. Or, nous, comme on fait du customer success, on a des accounts, on a des sociétés, des clients, et dans lesquels il y a des contacts, il y a des utilisateurs. Et c'est important d'avoir cette vue contact parce que un client, c'est pas un seul utilisateur, ou plus, c'est un ensemble d'utilisateurs, et que le comportement global de ces utilisateurs est tout aussi important. Ouais, je suis vraiment d'accord. J'avoue que moi aussi, l'expérience que j'ai eue d'Intercom, c'est qu'effectivement, c'est un outil dans une pipeline Customer Success, donc typiquement engagement. Donc, tu l'as dit, on n'utilise pas Intercom, on utilise un outil de chat qui s'appelle Drift. Et pareil, en fait, on utilise Segment derrière. Du coup, ça nous permet d'écrire des événements dans Segment, qu'ensuite on récupérerait dans Sales Machine. Donc, pour moi, le cœur de l'onboarding réside dans Sales Machine, dans lequel on va pousser des événements qui puissent être pertinent dans l'analyse de l'onboarding. Je pense que Intercom, c'est la même chose. Faut le considérer davantage comme un outil d'engagement avec la personne directe, mais plutôt que comme un outil d'onboarding comme le ferait Sales Machine, quoi. C'est mon avis. Hein. Maintenant, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait, et ils l'ont fait tôt. Donc, je ne vais pas faire du bashing. Bon, je défends aussi ce qu'on fait, c'est normal. Ouais, bien sûr. Ok, est-ce que les gens ont peut-être des questions? Vous pouvez balancer dans le chat si vous avez des questions. Est-ce qu'en attendant, tu peux peut-être nous rappeler les plans de Sales Machine et l'URL, tous les liens qui peuvent te sembler pertinents? L'URL, c'est www.salesmachine.io. Voilà, donc vous pouvez y aller. Il y a un plan gratuit. Vous avez des trials, et puis, si vous avez des questions ou des soucis quelconques, vous pouvez me contacter directement. Gilles@salesmachine.io. Voilà. Cool. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Du coup, on va peut-être s'en tenir là. En tout cas, merci beaucoup, Gilles, d'être venu. Enfin, j'ai vu qu'il y avait d'autres petits problèmes techniques. Je regarderai ça tout à l'heure. Mais pour une première, je trouve que c'était assez sympa. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant, en tout cas. Merci à tous. Et puis, merci beaucoup. Ok, super. Merci à tous. Bonne journée. Ouais. Allez, bonne journée. Salut tout le monde.